22 mai 2017, deuxième partie de l'entretien avec messieurs Charnay et Wojcik. Alors, on était en train d'aborder avec vous le premier serveur et site web créé à l'IL2P3 et en France. On peut dire alors qu'il n'y a absolument personne à ce moment-là qui a installé un site web ou... En France, non. Non. Mais ça démarre dans la foulée, on va dire que ça va très vite. En une année, on passe de 1 à une centaine. Vous avez dû rencontrer les gens de Renater. Et Renater avait au début, c'était pas Renater, c'était, comment s'appelait ce groupe réseau CNRS, bref, peu importe, c'était les gens de Renater à l'origine. On commençait à faire un annuaire du web. C'était marrant, ça, l'idée. C'était se dire, ça ne va pas marcher si bien que ça, puisqu'on va être capable de faire la liste de tous les serveurs. Donc, les gens du groupe réseau CNRS, je ne vais pas dire Renater, parce que ce n'était pas encore Renater, avaient fait... c'est un garçon, vous avez dû le rencontrer, qui est encore au CNRS maintenant. Qui est dans la collection. Comment il s'appelait ce type? Bref, on avait un annuaire du web à l'époque. Donc, ça prouve qu'il y avait il y avait encore peu de serveurs. Mais quand même, encore une fois, dans notre milieu, ça a explosé très vite. Moi, je me souviens... Oui, pas qu'on soit resté... c'était l'UREC. Voilà, c'était l'UREC, c'est voilà. Ça, je cherchais le mot. Et la personne, c'était Grosse... J'ai perdu son nom de famille, c'était un des pionniers du web et du développement. Claude Gros. Qui avait créé un annuaire, oui, absolument. Ouais. Et donc, c'était vraiment... Mais on est très peu de temps après qu'avec Voy, sur son Next, il y a eu cette page. Et déjà, au CNRS... Alors, au CNRS, dans les milieux scientifiques. Moi, j'ai vu arriver Pascal Bucari au moins 1 an et demi après, 2 ans après, de la direction du CNRS, qui est venu me voir et qui m'a dit « Ah, on voudrait mettre un serveur web, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Donc ça démarre assez vite dans le milieu scientifique, dans le milieu des informaticiens. Et c'est là qu'on trouve de tout sur les serveurs web. De tout. Justement, vous venez de dire, on venait nous voir. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce rôle de personne ressource que vous avez pu jouer, vous et Monsieur Wojcik on venait vers vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, enfin, on venait vers nous. C'est plutôt les gens qui n'y connaissaient rien qui sont venus vers nous. Enfin, qui ne connaissaient rien, c'est pas péjoratif. Plutôt des gens de la com. C'est les gens de la com qui sont venus un peu nous voir. On va dire que les informaticiens de l'IL2P3 n'ont ni eu besoin ni de Voy ni moi pour mettre leur serveur web en route. C'était encore une fois quelque chose de simple. Donc, quand ça a commencé à diffuser, quand on a commencé à en parler, n'importe qui, les gens avaient des machines à l'époque sur lesquelles ils ont mis... Donc c'était soit des machines VAX dans les laboratoires, soit des machines Unix. À l'époque, il y avait beaucoup de VAX. Donc les gens dans les labos, encore une fois, ça s'est répandu tout seul. Il n'y a pas eu besoin qu'on aille prêcher. Avec Voy, on n'est jamais allé prêcher le web. Jamais. Ça s'est fait tout seul, très vite. On s'est retrouvé une quinzaine. On avait organisé, je me souviens, une première réunion, ça devait être 1 an après la première page, ou peut-être un peu plus, 18 mois après, la réunion des webmasters, le mot commençait à exister, des webmasters de l'IL2P3, donc une quinzaine de personnes qui commençaient, encore une fois, à mettre de l'information sur leur laboratoire, sur les expériences, commençaient à avoir des pages sur les expériences, des pages sur l'administration du laboratoire, sur l'annuaire du laboratoire, sur etc. etc. Donc j'imagine que vous étiez aussi en train de commencer à créer un écosystème de pages, parce que ces pages-là, elles se développaient avec des liens les uns avec les autres, donc l'écosystème de l'IL2P3, puis de la communauté physique, et déjà des liens vers d'autres pages qui n'appartenaient pas à la communauté physicienne. Oui, vers les constructeurs, par exemple. Ouais. Vers les constructeurs, vers des services techniques, vers quoi je ne sais pas. Je ne saurais pas. C'est malheureux. C'est Caillot qui avait dit ça. C'est que l'histoire du web serait très très difficile à faire parce qu'il ne restait pas grand-chose. C'est vrai que des 100 premiers sites web, tout a disparu.
On sait à peine vers quel point... Moi, je me rappelle, on se rappelle avec Voy les 4-5 premiers pointeurs qu'on a mis, vraiment. Mais après, tout s'est fait tout seul. Puis les moteurs de recherche sont arrivés, on n'a plus besoin de mettre... donc... On peut s'arrêter juste un instant sur ça. Pourquoi tout a disparu? Vous n'aviez pas l'idée ou la conscience de garder une version du premier site web? Non. À l'époque, on n'a pas gardé. Alors, en plus, je pense qu'on a perdu d'autant plus facilement que c'était sur des machines Next qui sont mortes très vite. Donc, quand on a redémarré sur les machines Ultrix après, derrière, on n'a pas ramené l'historique. On a refait un site web. On a fait évoluer, disons, le site web. Personne n'avait l'idée de garder des traces de ce qui était en train de se passer. Ouais. Personne. Il y a la BNF qui avait essayé de... Moi, je me souviens avoir vu les gens de la BNF qui commençaient à vouloir archiver le web. Mais c'était plus tard, c'était bien plus tard. En fait, 96, c'est le démarrage de la fondation Internet Archive. Donc dès 96, un booster Kell aux États-Unis va commencer à penser à archiver le web. C'est début des années 2000. Alors le dépôt légal, ce sera 2006 en France, mais dès le début des années 2000, il y a des discussions effectivement au sein du monde des archives sur ces affaires d'archivage. Et nous, on a rencontré ou suivi des gens qui ont gardé leur site web, mais c'était à titre souvent parce qu'il y avait derrière une passion, quelque chose, c'était moins professionnel que par intérêt. C'est des gens comme le site 42.org, mais qui était dédié à la science-fiction, et là, ils voulaient garder trace de ce qu'ils faisaient. Stéphane Bortmeyer, qui a été à votre place il y a quelques mois, avait gardé aussi des captures de son site dédié à l'Armada de la Liberté, qui était une exposition de bateaux. Il avait mis les photos en ligne via le CNAM, mais c'est pas effectivement, c'est pas un annuaire professionnel donc il y a peut-être aussi cette différence dans un annuaire ou des informations vraiment qui appartiennent finalement à l'institut ou. Mais bon, il aurait fallu en fait. Mais oui. Bon, c'est comme ça. Ouais. Mais nous aussi, regarde, on a perdu plein de choses sans être des pionnières ou avoir créé. Enfin, c'est vrai que cette conscience. C'est vrai que la question est, à mon avis, n'est pas anodine dans la mesure où on se situe quand même dans un moment d'invention documentaire et qu'on n'a pas de documentaire. Et dans un grand moment de liberté. Si vous avez dû le voir, ça. C'est quelqu'un de la communauté enseignement-recherche qui a fait un site web sur le Louvre, sans l'avis du Louvre, Nicolas Pioche, qui a vécu pendant longtemps comme étant le site officiel du Louvre, voilà, Nicolas Pioche, cherchez son nom. Donc c'était des grands moments de liberté. Nous, on s'est trouvés, quand on a fait le premier annuaire réparti, la CNIL commençait à naître. Donc on est allé avec quelqu'un d'INDP3 qui s'appelait Bernard Perrault, qui était un éminent informaticien de cet institut. On est allé à la CNIL pour déclarer notre annuaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est allé voir les vieilles barbes, c'était des vieilles barbes à la CNIL à cette époque-là, leur expliquer qu'on faisait un annuaire sur le web. Ils nous ont dit qu'est-ce que c'est le web. Donc ça s'est passé comme ça. Donc on a fait notre annuaire, ils nous ont donné l'accord et ils nous ont même dit ça serait bien si vous pouviez mettre quelques recommandations de la CNIL quelque part. Bernard Perrault, donc de l'INDP3, a entretenu sur le site web de l'INDP3 pendant quelques années le serveur officiel de la CNIL. La CNIL n'avait rien d'autre que les pages que l'INDP3 avait mis à leur disposition pour se faire connaître. Donc, grand moment de liberté. N'importe qui dans son coin décidait de faire un serveur sur le musée du Louvre, etc. Choses qui sont beaucoup plus... N'importe qui piquait n'importe quoi sur les pages de l'autre pour les mettre. Il n'y avait aucune idée de copyright, des choses comme ça. Tout le monde s'en foutait. On prenait l'information, on la rediffusait. Alors, ce qui ne va pas durer, mais ce qui m'amène à une question que je voulais déjà vous poser tout à l'heure, qui est sur le nom de domaine. Votre site va s'appeler info.ind2p3.fr. Vous dites que c'est sur le modèle, Monsieur Wojcik le disait, de info.cern.ch. Je suppose qu'il faut se tourner vers, alors à l'époque, le NIC France. Alors, non, le nom du site web, comme l'a dit Voy, c'est info. On a copié info, le mot info,
sur CERN, Ouais. mais à partir du moment où vous connectez un réseau à Internet, vous avez un nom de domaine qui était pour in2p3.fr, qui lui a été acheté de façon complètement indépendante du web. On n'a pas créé in2p3.fr pour le web, on a créé in2p3.fr pour TCP/IP, pour la connectivité entre les machines, qui était quelque chose de bien au-delà du web. Donc, le mot info.in2p3.fr, le nom de domaine in2p3.fr est naturel, c'est le domaine d'in2p3, et on rajoute devant info parce que le CERN avait mis info, et Voy, c'est Voy qui a donné le nom et qui a dit on l'appelle info comme au CERN. Donc vous vous souvenez... Comme au Slack partout. D'accord, tout le monde mettait info dès qu'il ouvrait sa Oui, première. parce qu'on a suivi un petit peu ce qui faisait La mode. Robert au CERN. Et après, ça a changé pour www, parce que, à mon avis, c'était pour bien indiquer que ça contient les protocoles HTTP et que ça tape sur les portes 80, etc., etc. Pour que ça soit bien clair. Info, c'est info. Bon, c'était pas à l'époque, bon. Oui, parce qu'il faut bien. Il a raison de dire ça, oui, parce qu'au début, enfin pas au début, même maintenant, un navigateur permet d'accéder d'autres protocoles que les protocoles du web. Oui, Vous pouvez faire FTP // le nom de serveur FTP. Vous pouvez faire mail, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Tous les protocoles de l'Internet peuvent être déclinés à travers un serveur HTTP. Donc www identifiait très bien le fait que c'était du web et que c'était, comme dit Voy, du port 80, etc. D'accord. C'est à cette époque-là qu'il était, Port 80 était enregistré mondialement pour être porte du web, quoi. Vous nous avez dit qu'à l'époque, alors il y a le démarrage, votre page d'abord, qui va ensuite évoluer vers un site plus fourni, va être rejoint au fur et à mesure par d'autres lieux de l'IN2P3, je ne sais pas si on dit des instituts dans ce cas-là. On dit des laboratoires. Des laboratoires où chacun va créer ses propres pages, vous disiez, avec parfois des contenus plus farfelus ou extérieurs. De façon complètement anarchique. Anarchique, voilà. À quel moment il y a un tournant au sein de l'IN2P3 vers une volonté d'avoir quand même une politique de communication un petit peu globale? Non. Et est-ce que ça se fait avec Renater? Non, ça ne se fait pas avec Renater. Ça se fait... À un moment, la communication d'IN2P3, c'était une dame qui s'appelait Geneviève Edeleit, qui était ici, décide que tout le monde a bien joué avec le web, que les laboratoires ont chacun, qu'il n'y a aucune homogénéité graphique entre les sites, que le site de l'IN2P3.fr... Je reviens d'abord sur une chose. Ce site .in2p3.fr, info.in2p3.fr, n'était pas le site de l'IN2P3, contrairement à ce qu'on peut croire, mais le site du centre de calcul de l'IN2P3. Mais un beau jour, la communication dit, mais in2p3.fr, attention, c'est l'Institut. Donc ça devient le site de l'Institut, et on essaye d'avoir quelque chose d'homogène entre tous les sites. Un graphique à peu près identique, une structuration des données à peu près identique. On va trouver l'adresse du laboratoire, ce que fait le laboratoire, quels sont les thèmes de recherche du laboratoire. Donc, ça devient quelque chose de plus sérieux, entre guillemets, quand la communication, à la demande de la direction, y met son nez. À partir de ce moment-là, Voy et moi, on n'est plus que des opérateurs du site web de l'IN2P3. C'est-à-dire qu'on met à leur disposition les moyens techniques, mais les pages vont commencer à être développées pour l'IN2P3, par exemple, par un prestataire extérieur qui existe encore, qui s'appelle Artifica, qui se met à développer des pages institutionnelles. Et voilà. Et ce que va garder l'IN2P3 dans ses laboratoires au centre de calcul, c'est la faculté de développer des applications, chose que ne savent pas faire les communicants.
Hein. Donc, j'ai parlé d'un annuaire réparti, mais on va commencer à mettre en accès pour les chercheurs, pour les administratifs, des bases de données. Hein. Au lieu de se connecter sur une base de données de façon complexe, on se connecte sur une base de données à travers un site web. Au lieu de taper une requête SQL, sur une base de données, on va remplir un formulaire web qui va traduire ce qu'on a mis dans ce formulaire en une requête SQL vers une base de données, et c'est la base de données qui va renvoyer l'information à travers le web. Donc on commence à avoir des applicatifs au-delà des pages institutionnelles qui disent comment l'IN2P3 où les choses sont jolies. Hein. Donc le web, il faut bien voir, les pages statiques, c'est jamais, d'ailleurs ça n'existe plus personne n'écrit des pages statiques. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil qui va permettre d'accéder essentiellement à des bases de données. Hein, qu'elles soient des bases de données de recherche, qu'elles soient des bases de données administratives. Quand vous faites une réservation à la SNCF, vous ne faites rien d'autre que d'aller faire une requête dans une base de données pour voir s'il y a de la place dans le train et de réserver cette place. Donc c'est devenu une interface puissante entre un utilisateur et les bases de données. C'est vraiment l'IHM. On commence à parler pour le web d'IHM, hein, d'interface homme-machine. Ça devient un outil avec des règles. Hein. On met toujours au même endroit les mêmes boutons, on se connecte à travers la petite barre qui est en haut maintenant, etc. Donc ça évolue dans ce sens-là. Hein. On passe... Très concrètement parlant, comment vous et M. Wojcik avez accès aux connaissances qui vous permettent de développer tout ça? J'imagine qu'il y a des tutoriels qui commencent à circuler sur le web même, ou ça se fait plutôt par des moyens de communication plus traditionnels? C'est le web qui sert... Alors, il faut savoir qu'il y a une chose qu'a fait le CERN, qui est extraordinaire et qui, au-delà que ce soit ouvert, va faciliter les choses. Vous avez dans tout navigateur web un bouton ou une fonction qui s'appelle View Source. Et avec ça, vous apprenez tout sur le web. Parce que vous voyez une page, vous dites « Oh là là, comme c'est bien fait, comme c'est joli ce truc, c'est bien... » Vous faites View Source et vous regardez toute l'HTML de la page. Hein, donc cette fonction View Source qui est intégrée tout de suite dans les navigateurs va faciliter l'auto-apprentissage par les gens des technologies du web. Le web commence à exister, il commence à y avoir des gens qui mettent de l'information dessus, sur les technologies. Il y a aussi quelque chose qui est largement utilisé dans Internet qui s'appelle les RFC, Request for Comment, dans lequel on va trouver comment implémenter sur un protocole donné des types d'applications. Donc à travers tout ça, on a suffisamment de choses pour apprendre. Donc pour que les informaticiens apprennent. Après, il faut former d'autres gens qui ne sont pas forcément... Donc là, il y a des livres. Moi, j'ai écrit un livre. J'ai eu la chance d'en écrire un dès le début et d'en vendre 60 000 exemplaires. D'accord, et vous l'avez fait tout seul, celui-là? Alors, ce livre, je l'ai fait avec Philippe Chaléa, qui était un jeune ingénieur qui venait d'arriver. Et qui... Bon, moi, j'avais commencé... En fait, j'ai fait un cours d'HTML pour l'IN2P3. Et puis, je me suis dit que... Peut-être qu'il fallait aller un peu au-delà. Je suis allé voir les gens des rôles qui m'ont dit il n'y a rien sur la programmation du web. Donc, j'ai fait un livre avec Philippe Chaléa. Et vous, Monsieur Wojcik, vous faites aussi des formations? Alors, j'ai deux questions. D'abord, est-ce que vous allez aussi faire des formations pour suivre un peu dans cette voie? Et deuxièmement, je voulais savoir à titre personnel, puisqu'on a parlé là de l'environnement professionnel, mais la découverte du web, ça peut être aussi une envie personnelle de créer. Est-ce que vous créez plus particulièrement un site personnel, ou est-ce que vous allez beaucoup consulter le web à domicile? Est-ce que les deux, est-ce que cette révélation professionnelle va rapidement aussi être une révélation à titre d'usage personnel? Alors, Monsieur Wojcik, je commence par vous poser la question et Monsieur Charnet pourra ensuite aussi y venir. Donc, mon boulot principal au sein de calcul, c'était pas gestion du serveur web ou du web en général, mais assistance
assistance aux utilisateurs pour les calculs numériques. Et web, c'était un des outils. Bon, on a vu que ça peut nous apporter beaucoup de biens pour échange d'informations qu'ont besoin des scientifiques. Mais c'était pas j'étais pas dans le groupe réseau, donc c'est plutôt Daniel qui s'occupait des côtés réseau et tout ce qui s'est développé après entre laboratoire et sans les calculs de P3. Moi, je suis occupé du web dans la partie où je pouvais tirer le profit pour aider les utilisateurs à mieux programmer, à mieux comprendre les programmes, programmes de calcul, programmes de numérique, pour calculer, pour faire des analyses des données qui ont été prises auprès d'accélérateurs au CERN ou aux États-Unis, etc. Donc, et après, bon, bien sûr, comme tout le monde, j'utilise web pour tous les jours, même maintenant quand je suis un peu déconnecté des problématiques de l'informatique scientifique dont j'utilise pour tous les jours, bien sûr. C'est pas le même web maintenant, mais ça me rappelle bien les origines. On est parti de quelque chose qui était très simple et très pragmatique, mais était fait de telle façon que même aujourd'hui, c'est pratiquement la même idée qui marche, qui pouvait être développée grâce à une base très générale posée par les gens d'ICERN, par Tim et par Robert. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, on a la même facilité d'accès à cette fonction cruciale que vous avez bien décrite, qui est le view source, source. Et ouais. est-ce que vous auriez un commentaire à faire sur cette potentielle différence? Ce qu'il faut dire, c'est qu'entre-temps, le web s'est énormément complexifié. Hein, même si la base de présentation des données, c'est toujours HTML, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a plus personne ne fait des pages statiques. Les pages sont devenues beaucoup plus complexes. Autrefois, on envoyait une page sur un navigateur, cette page s'affichait. Maintenant, on envoie une page, mais on peut envoyer des petits morceaux de page. Hein. Il y a des technologies comme Ajax qui permettent d'aller changer un tout petit coin dans la page. Donc, c'est devenu infiniment plus complexe. Le view source ne vous apprend que l'HTML résultant de fonctions extrêmement plus complexes derrière qui sont faites avec des langages de programmation côté client JavaScript, côté serveur, PHP, Python et autres choses comme ça. On peut dire que nous, on a eu la chance d'apprendre quelque chose de simple, hein, et il n'y avait pas besoin d'être très... Alors que maintenant, c'est devenu beaucoup plus complexe. Hein. La programmation web est devenue beaucoup plus complexe. HTML, plus personne ne voit HTML. On génère de l'HTML à travers des librairies complexes à utiliser. On développe avec des langages objets type Java, type etc. Donc, c'est comme tout. Hein. Les choses démarrent de façon très simple, les gens se les approprient, puis les choses deviennent complexes. Même les langages sont comme ça. PHP est un langage très simple, PHP s'est complexifié, des librairies complexes se sont mises autour, etc. Donc voilà, on était, nous, à l'origine d'un truc que même en n'étant pas très intelligent, on a pu comprendre et manœuvrer. Maintenant, si vous vous intéressez à la technique du web, vous allez devoir apprendre. Et en même temps, la complexité avance masquée, puisqu'il y a cette formule que les historiens critiquent pas mal, mais du tournant 2.0, et qui au contraire a véhiculé l'idée que n'importe qui pouvait s'emparer du web et faire des choses, mais c'est pas la même chose, il faut l'utiliser, mais pas voilà. C'est de se dire, maintenant les pages, les gens qui veulent mettre de l'information sur le web ne le font plus en HTML, utilisent des CMS qui sont relativement simples à utiliser, hein, genre WordPress, tout le monde est capable d'utiliser WordPress et de mettre un site en ligne. Hein, donc ça, c'est devenu... Il y a ce côté, maintenant, grande facilité de mettre de l'information sur le web. Maintenant, développer des applications web, c'est un autre métier. Hein. Il faut bien voir qu'il y a des choses qui sont différentes. Mais effectivement, maintenant, tout le monde, sans HTML,
mettre de l'information sur le web. Ce qui est frappant, c'est que à vous entendre et à écouter, en prenant connaissance de l'histoire du web plus généralement, c'est que cette origine qui était la volonté de créer des serveurs pour mettre des articles scientifiques comme documents collaboratifs, elle s'est vite, sinon effacée, en tout cas diluée dans les autres usages du web. Et sur ce point, j'ai deux questions. Est-ce que dans les mois et années qui ont suivi les premiers développements, donc après 92, est-ce que vous avez effectivement permis à des chercheurs de collaborer sur un document unique, enfin sur un article commun? Première petite question. Et deuxième question, comment avez-vous vu comment percevez-vous cette dilution, ou en tout cas cette diversification des usages, et où est-ce que vous retrouvez aujourd'hui dans le web des lieux comme ça où on peut travailler pour des scientifiques, travailler collaborativement sur des documents uniques? Alors, pour le partage de documents, au sens où vous l'entendez, travailler de façon collaborative sur un document, jamais un physicien l'a fait. Pour une raison très simple, c'est que les physiciens écrivent leurs articles en tech, ou en LaTeX, et que c'est pas facile de faire du collaboratif sur de la tech. En revanche, quelqu'un peut écrire un document et le mettre à disposition instantanément. C'était l'idée d'Archive à l'origine. Donc, collaborer sur des documents, se les échanger, apporter des corrections, etc. On s'échange. On ne travaille pas au sens administratif collaborativement sur un document pour des chercheurs. Ou, à ma connaissance, non. La deuxième partie de votre question, c'était, j'ai perdu. Ah oui, comment on ressent Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des lieux? Oui. Alors, c'est encore des lieux de pureté web, où on trouve que de la science, oui, les grands serveurs d'archives ouvertes. Donc, Archive, HAL, qui a été fait en France, et puis, je sais pas, PubMed Central, ou des choses comme ça. Donc, c'est encore des lieux qui sont relativement... Mais le web sert simplement à faire véhiculer de l'information de type PDF, de type tech, LaTeX, etc. C'est ce qu'il en reste. Mais effectivement, l'article scientifique, maintenant, s'échange à vitesse grand V. Vous avez fini d'écrire, pouf, vous mettez ça en ligne. Justement, puisqu'on évoque HAL, Monsieur Charnet, vous avez joué un rôle dans le développement de HAL. Alors, peut-être qu'on peut revenir pour l'un et pour l'autre à la suite de votre carrière, parce qu'en fait, on tourne autour de 92, 93, 80, 94. L'un et l'autre, ensuite, vous allez rester à l'IN2P3, vous allez voilà. Moi, pour ma part, j'ai continué à faire, après, un peu de développement web, à la demande de l'Institut, cette fois, entre autres pour faire une base de données d'articles qui s'appelait Démocrite, qui a été faite à l'IN2P3, donc qui était un des premiers développements de bibliothèques virtuelles sur les 15 laboratoires de l'IN2P3. Mais quand on a démarré ça, l'IN2P3 utilisait un produit de gestion de bibliothèque qui était d'origine d'une boîte qui s'appelait Chemdata. Quand on a fait l'application sur le web, j'ai rencontré les gens de Chemdata. C'était Chemdata ou c'était déjà la boîte d'après? Je ne me souviens plus. Enfin, la boîte privée qui vendait du logiciel documentaire. Et je leur ai dit que j'allais faire ça sur le web, et c'était encore pas rentré dans les mœurs, puisqu'ils m'ont explosé de rire au nez en me disant ça ne marchera jamais votre truc, vous aurez des temps de réponse qui seront trop longs, vous aurez, etc. etc. Donc, bon, pour ma part... Démocrite, c'est quelle année? Là, je suis en train de regarder. Démocrite, j'arrive pas à retrouver, parce que moi, on a créé le CCSD en 2000, et donc c'était au moins 4-5 ans avant, ça doit être 95, 96, Démocrite. Et c'est quoi le CCSD? Le CCSD, c'est l'unité qu'on a créée avec Franck Laloé, tous les deux, pour faire HAL. D'accord. Donc c'est le support administratif de HAL. Donc voilà, moi j'ai fait du développement web après presque tout le temps. Donc votre intérêt, les bibliothèques plus ou moins virtuelles avec Démocrite, ouais. Et ensuite de là, vous passez aux archives ouvertes. Aux archives ouvertes. Et ça se fait comment ce passage? Enfin, HAL, ça... Alors,
Comment ça se fait? Ça se fait qu'à l'Alien 2B3, on a cet outil Démocrite qui permet de faire une bibliothèque virtuelle et on avait fait en sorte de pouvoir mettre des préprints en ligne. Ça n'a jamais été utilisé, ça n'a jamais marché. Donc, ce chercheur à l'ENS décide de faire une archive ouverte de type archive en France. Franck Laloé. Et à ce moment-là, cherche un petit peu de partout où il peut trouver du support pour faire ça. Denis Linglin, qui était directeur du centre de calcul à cette époque, vient me chercher en me disant est-ce que tu es partant pour abandonner un peu Démocrite, mais pour faire quelque chose de plus ambitieux qu'une archive ouverte pour la recherche française. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Donc j'ai rencontré Franck Laloé et on a décidé. À quel moment là? C'était en 2000. On s'est rencontrés en 99. On a démarré la programmation de Halle, la construction de Halle en 2000. Et l'ouverture, on a dû ouvrir à peu près en 2001. C'est pour ça qu'on l'a appelé Halle, en référence à 2001, l'Odyssée de l'espace. Non, il y a une vraie logique dans le parcours. Donc on a pris Halle, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme mot dessus pour que ça soit... On a dit hyperarticle en ligne, ce qui ne veut rien dire. Ouais. Donc voilà, donc là on était revenu un peu à l'origine à faire quelque chose pour les chercheurs. Absolument. Oui, c'est ça. Il y a une sorte de bouclée en ligne, enfin avec le passage par les... Et vous, monsieur Wojcik, Oui. qu'est-ce que, donc, à partir du moment où finalement le web vous échappe un peu, Alien 2P3, et où c'est plutôt des web designers de la com, mais vous disiez, ce n'était pas votre rôle principal non plus. C'était pas mon boulot. Et vous vous recentrez sur... J'ai continué mes activités vis-à-vis des chercheurs programmeurs pour les aider en développement des programmes numériques en utilisant web comme système de communication, mais j'étais pas actif dans le domaine des documentaires comme Daniel, et on n'était pas dans le même groupe au travail en ITP3 au centre de calcul. Donc ça, Daniel, il connaît mieux que moi le développement des archives, etc., qui sont développés. Mais Voy, pour revenir, c'était la personne qui gérait toutes les librairies du CERN pour toutes ces librairies qui étaient utilisées par les chercheurs. Donc il fallait les maintenir, les mettre à disposition, aider les gens, apporter des corrections, du debug. Donc il y avait toute cette fonction-là au centre de calcul. Ce qui impliquait... C'est des bibliothèques et des programmes numériques. C'est pas des bibliothèques. Voilà, c'est des c'est pas des livres. C'est des bibliothèques scientifiques, de calcul scientifique. Bibliothèque des programmes. Et là-dessus, ça implique des compétences plutôt informatiques et physiques, ou... Enfin, vous aviez les deux formations ou... Oui, Moi, oui. j'ai deux formations. D'accord. Oui, je suis d'origine, je faisais des doctorats en physique des particules élémentaires. Et après, petit à petit, j'ai glissé vers l'informatique scientifique justement pour les chercheurs en physique des particules. D'accord. Et donc, oui, le web dans votre parcours, ça a été... vous avez été au bon moment, on va dire, aussi au bon endroit, en saisissant vraiment à ce moment-là... Au bon endroit, oui. Oui, en saisissant effectivement qu'il y avait peut-être vraiment un besoin, une demande, que tout ça allait bouger. J'ai envie de vous dire, à Annecy, vous ne deviez pas, monsieur Wojcik, être le seul à écouter Tim Berners-Lee et à... Non. Est-ce que vous avez eu le sentiment que les autres ont eu la même réaction que vous, ont réagi aussi vite, ou est-ce que c'est parce que ça rencontrait une problématique que vous aviez déjà en amont? C'était une problématique qui nous préoccupait depuis 7 ans et ça donnait la solution à nos préoccupations. Je pense qu'il y en avait beaucoup de personnes qui étaient là-bas, qui sont retournées dans leur labo et commençaient à prêcher la bonne parole. Donc, comme disait déjà Daniel, au bout d'un an, on était une centaine de sites, essentiellement en Europe, mais toujours dans la discipline des physiques de haute énergie. Oui. Et
c'est ça qui, oui, dont il fallait ensuite sortir. Enfin, effectivement, mais les physiciens étaient souvent précurseurs sur les... Sur beaucoup de choses, sur les réseaux, Absolument. sur la partie réseau, etc. Et sur la partie web, du coup... Et sur la partie aussi, web... c'est vraiment... c'est vraiment intéressant. Est-ce que, Camille, Monsieur Wojcik, Monsieur Charlet, vous avez des choses à ajouter? Moi, j'ai déjà appris beaucoup et pas mal de réponses. J'ai plus de 300 questions. Charles, elles me viennent après. J'avais une question que j'ai oubliée, mais je... Toi, tu as oublié ta... Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas mentionnées qui vous paraissent extrêmement importantes à rajouter ou à... Non, moi, ce que j'aimerais rajouter, parce que le travail que vous faites est intéressant, moi, il y a une chose qui me préoccupe, je ne suis pas tout seul, c'est que le web est complètement dévoyé par la façon d'accéder à Internet qu'ont les gens maintenant. Maintenant, on n'accède plus au web avec son ordinateur que vous avez, mais par son téléphone. Essentiellement, l'accès à Internet des gens se fait par le téléphone. Les gens qui font des téléphones l'ont bien compris. Ils ont créé des applications qui utilisent des protocoles de l'Internet, mais qui n'utilisent plus les protocoles du web. Quand vous cliquez sur une application de votre iPhone, c'est plus du web, c'est plus de l'HTML et de l'HTTP que vous utilisez, c'est un autre type de programmation derrière. Et c'est, on peut dire, ce qui est préoccupant et intéressant à étudier, parce qu'on est en train de perdre, petit à petit, l'indépendance, la liberté qui existait sur le web à travers ces applications. Quand vous faites une recherche, quand vous faites quelque chose sur votre téléphone, maintenant, vous n'utilisez plus, pas forcément votre navigateur, vous utilisez autre chose. Donc ça, c'est préoccupant, parce qu'on s'en va vers un web qui, un jour, va être complètement ficelé par des systèmes commerciaux. Apple a bien compris. Et en silo, etc. Donc, voilà, donc c'est cette dérive moi, au début, j'ai l'impression que personne ne se préoccupait de ça. Après, quand on lit un petit peu, on voit que si, il y a plein de gens qui réagissent à ça en disant les applications, les apps sont en train de tuer le web. C'est un petit peu vrai. C'est un petit peu vrai. Et pour remettre ça en perspective, un peu historiquement, cette opacification de l'accès à Internet, ou de l'accès au web et à l'Internet plus généralement, vous le présentez comme une valeur positive. C'est ce en quoi vous croyez, vous et M. Wojcik. Tout à l'heure, M. Wojcik parlait de prêcher la bonne parole. Est-ce que déjà à l'époque, dans les années 90, disons, entre le moment où vous faites cette découverte, où vous rentrez dans le bain, et peut-être la fin des années 90, est-ce qu'il y avait des résistants un petit peu à ça? C'est-à-dire qui, justement, trouvaient que c'était trop ouvert, trop transparent, trop facile d'accès? Alors, il y avait des résistants. Il y avait d'abord des résistants, au tout début, à certains protocoles du web. Vous aviez des gens, y compris à l'IN2P3, qui refusaient d'autoriser, qui n'acceptaient pas JavaScript dans leur navigateur, parce qu'ils estimaient que c'était le diable dans le web, etc., etc. Vous aviez des gens, moi je me souviens à l'IN2P3, avoir vu des ingénieurs qui refusaient les images GIF animées, parce qu'ils pensaient qu'on utilisait des ressources réseau. Alors c'est pas vrai, une fois que l'image est chargée, elle peut s'agiter sur votre écran en permanence, ça consomme rien en termes de réseau. Donc il y avait des résistances de ce type-là, de gens qui se croyaient très intelligents, disant JavaScript ça ne marchera jamais, c'est pas bien, etc. On veut pas. Donc il y avait des puristes qui voyaient le web uniquement à travers des liens hypertextes en violet, en bleu qui devenait violet quand on avait cliqué une fois dessus. Donc il y avait des résistances de ce type-là. Il y avait des craintes justifiées sur le piratage des sites web. On a eu très rapidement un piratage d'un site web. Alors c'était 2 ans après, 3 ans après le début du web. À Annecy, il y a un site web qui s'est fait pirater et qui a servi de relais des images pornographiques pendant plusieurs mois avant qu'on s'en aperçoive. Donc le piratage des sites web commençait, c'est assez facile si un site web n'est pas bien protégé. Donc il y a eu des réticences de ce type-là, c'est trop facile, trop ouvert, le commerce a pris la main sur notre outil, on ne veut pas n'importe quel protocole là-dedans, etc. Il y en a eu. Il y en a eu.
elles sont tombées les unes derrière les autres, mais maintenant je pose des questions. Hein. La question maintenant, c'est des questions en informatique, sur Internet. La principale question, c'est la sécurité. Hein. La problématique, elle est là. Donc, mais oui, il y a eu de la résistance au début. Il y a des gens qui ne voulaient pas, utiliser le web parce que vous avez les adeptes de la commande. Alors, le web est agréable parce que c'est là qu'on a vu les premiers clicodromes. Hein, on a popularisé les interfaces graphiques. Or, vous aviez tout un tas de geeks, entre guillemets, au CNRS et à l'INDP3 qui ne considéraient que la commande en mode ligne. Hein, si je veux faire quelque chose, je tape une commande, mais surtout, je ne vais pas remplir un clicodrome sur le web. Donc, il y a eu des résistances de ce type-là, quoi. On laisse le mot de la fin, Monsieur Wojcik, peut-être. On va s'arrêter là. En quelques mots, Monsieur Wojcik, s'il fallait nous résumer cette aventure. C'était une aventure très très intéressante et enrichissante. Bon, je suis très heureux d'être un peu au début du web au niveau français. Oui. Et je connais pratiquement tous les créateurs du web qui étaient au CERN, dont Tim, Robert, Bibo White qui venait au CERN à partir de Stanford. Et je connais tous les petits mondes qui commençaient à créer quelque chose qui s'est développé jusqu'à aujourd'hui dans une mesure démentielle. Maintenant, on peut pas s'imaginer vivre sans web, sans tout ce qu'ils ont posé comme base pour ce type de recherche et de distribution d'informations. Même si au début c'était uniquement pour les buts de faciliter aux chercheurs en physique de particules de leur travail collaboratif, et maintenant c'est pour tout le monde. Quand j'ai besoin d'acheter quelque chose, je peux acheter par web chez n'importe quel fournisseur. Donc ça me dit voilà, j'étais au début, ça me fait plaisir, mais c'est vrai que bon, au début j'étais beaucoup plus active dans ce domaine, mais après j'ai continué mon travail essentiel pour aider des chercheurs à développer les programmes numériques, mais en utilisant toujours le web comme un outil. Merci. Donc, c'est un point, ça marque quand même un point dans la vie, quoi. Ah bah bien sûr. On vous remercie en tout cas vraiment tous deux d'avoir partagé votre expérience avec nous, d'avoir vraiment éclairé aussi ce rôle, parce qu'on a tendance à dire, bon, ça part du CERN, effectivement, avoir le départ de Tim Berners-Lee, tout, mais nous a expliqué aussi pourquoi dans le monde de la physique, pourquoi aussi cette réactivité à l'IN2P3. Donc tout ça, c'est très éclairant pour les débuts de l'adoption du web et son développement. Et donc on vous remercie en tout cas tous les deux sincèrement de vos témoignages qui nous sont précieux. Oui.